Ça et vous? Eh ben super. Oh, mais vous avez tous les mêmes tenues? Ouais, Eh oui. Ouais, association. C'est quoi ces gilets orange là? Alors, le gilet jaune, C'est, c'était déjà pris, du coup, on a voulu changer. Bah ouais, c'est ça, vous êtes dit plutôt gilet orange mais plutôt veste. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Vous êtes tous vous êtes où là? On est dans un appartement, dans son appartement. À Lille. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a derrière vous là? C'est quoi ce... C'est notre C'est logo, le logo de l'association. Donc, D'accord. pour ça. Alors dites-moi juste un petit peu qui vous êtes, vous venez d'où? Moi, c'est François, le fils de Anne. D'accord. D'accord, toi je te connais. Et Alors moi, du coup, c'est c'est Clément. Hugo. Et Ah bah, je laisse Hugo, je laisse Hugo. avec son petit dessinage. Et du coup, ouais, je suis juste dans l'association. Moi, Alors tu- je vous entends très mal. J'entends bien François mais pas les autres. Là, c'est Ah, bon. il est fort. Moi, c'est Thibaut. Et donc, tous les quatre, on est à HEI, en école d'ingénieur à Lille. Ouais. Et voilà. Et donc, on est dans une association pour HEI. Et merci beaucoup, en tout cas, à vous de. Ouais, Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Ouais. Et on a Clément qui est à côté. Alors moi, je vais, D'accord. moi, je vais enregistrer l'écran Il gère toute la partie technique. et je vais laisser Hugo, Thibaut et François poser les questions pour l'interview. Est-ce que c'est bon? D'accord, ça marche. Eh ben je vous écoute. Alors, on s'est répartis. En fait, on a fait 3 catégories. Une question un peu sur comment vous voyez le dépassement de soi en général. Ouais. Et après, un peu plus sur Koh-Lanta. D'accord. Donc, première Et question. vous enregistrez ce qu'on fait là? Oui. D'accord. Et vous l'utilisez comment ensuite? On le publie sur notre sur Facebook. Après, D'accord. on partage et voilà, on partage l'interview aux étudiants d'HEI. Et on va D'accord, faire parfait. Ok, super. Voilà. C'est Clément qui enregistre d'ailleurs. C'est pour ça que Ok. Donc, donc la première question serait. Et moi juste, c'est oui. pas sympa d'avoir mis Hugo qui est, je sais pas si tu es assis sur le même truc, mais on a l'impression qu'il m'écrase les deux sur les côtés là, non? Mais c'est pas grave. Moi, je suis prêt. Ouais, bah, alors, ça se voit pas, mais c'est sans doute la veste qui est un peu étriquée. Je sais pas, c'est le noir, ça me. Et sans déconner, pour une veste de cette couleur-là, j'imagine que vous avez eu un prix, non? non, Non, Même Non. pas? 50 €. ça pique les yeux. Ouais, ça pique un peu les yeux, ouais. Bon, allez, je vous écoute plus sérieusement. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre formation et votre parcours professionnel, dans les grandes lignes? En gros, j'ai fait un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait 1 année et demie de médecine pour surtout faire plaisir à mes parents. Et puis, je suis parti travailler au Club Med tout en passant le concours pour rentrer. Alors, à l'époque, ça s'appelait l'UREPS, mais maintenant, ça s'appelle l'UFR STAPS pour devenir prof de gym. Mais en fait, moi, je voulais avoir 3 ans d'études pour pouvoir passer les concours des écoles de journalisme. Et j'ai intégré l'Institut pratique de journalisme à Paris, qui était à l'époque, qui est toujours, mais enfin, qui était à l'époque une des 8 écoles reconnues par la profession. Sachant que la meilleure est vers chez vous, là, à Lille. Aujourd'hui, le SJ Lille, le CFJ étant 2, et l'IPJ avec le CELSA et le QEJ, c'est voilà, les 3 écoles qui se partagent aujourd'hui la 3e place du podium. Et ensuite, j'ai commencé à travailler à Radio France à Caen, dans une locale donc de France Inter à Caen. Et puis ensuite, j'ai travaillé à Eurosport, Europe 1 conjointement comme pigiste. Et puis ensuite, j'ai été embauché à Europe 1, puis embauché à Eurosport embauché à Eurosport en 93, embauché à Europe 1 en 96. Et je suis à TF1 depuis 99, donc depuis un peu plus de 20 ans. Voilà, et j'ai gravi les échelons de ce métier de journaliste pour terminer, je sais pas, parce que en tout cas, au moment où je suis passé surtout à l'animation, j'étais grand reporter au service des sports à TF1, j'étais grand reporter avant à Europe 1. Et voilà, et aujourd'hui, je me considère comme journaliste animateur avec plusieurs casquettes que vous connaissez, mais le divertissement avec Koh-Lanta, Ninja Warrior, et puis le sport, les events avec les grands événements de foot, de rugby et automoto
en hebdo, quand mon emploi du temps me le permet, ce qui est de plus en plus difficile avec le reste de mes Très activités. bien. Et justement, enfin, là où vous en êtes arrivé dans votre carrière, est-ce qu'il y a des points qui vous plaisent plus qu'avant ou des points qui vous plaisent moins? J'ai la chance et je suis content de vous le dire à vous. Je pense que dans la vie, c'est pas toujours évident. C'est une chance inouïe que de pouvoir vivre d'un métier qui est presque une vocation. Moi, le journalisme, ça a été une vocation depuis tout petit. J'avais des parents et notamment une maman prof de maths qui voyait plutôt en moi un scientifique, ce qui était une connerie. Et voilà, donc j'ai réussi à aller un peu contre l'avis de mes parents à ce moment-là. Et donc j'ai l'impression d'avoir une carrière. Alors j'ai une carrière un peu particulière parce que mon rêve au départ c'était de devenir Thierry Roland et de commenter les matchs de foot de l'équipe de France sur une chaîne de télévision. Je l'ai fait beaucoup à Eurosport, je l'ai fait beaucoup à la radio, j'ai suivi l'équipe de France longtemps. Et voilà, mais le destin, et vous le verrez vous êtes jeune, je suis persuadé qu'à mon âge, vous pourrez vous dire, tiens, j'avais imaginé tel ou tel poste, telle ou telle progression dans ma carrière, mais à un moment, j'ai fait autre chose, j'ai décidé de partir dans un autre univers, avec d'autres gens. Si vous êtes salarié, peut-être que vous allez partir créer une boîte, créer quelque chose. Et moi, c'est un peu ça, c'est-à-dire que à une époque, je me suis retrouvé avec un patron du service des sports de TF1 qui était aussi le patron de l'antenne. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à travailler et sur Koh-Lanta et sur un autre gros divertissement à l'époque qui s'appelait Domino Day. Et c'est pour ça que j'ai eu cette espèce de double casquette et que j'ai toujours entre le journalisme de sport et l'animation. Mais c'est pour ça que je me considère jamais comme animateur, mais comme journaliste présentateur. C'est marrant, on en parlait il y a quelques jours avec Nikos, puisqu'on tournait une séquence ensemble. Et on a tous les deux cette formation, c'est-à-dire une formation journaliste au départ, et tout ça a découlé vers une fonction, en tout cas pour moi, dans certaines de mes activités d'animateur. D'accord. Ok. Et vous avez là vous rencontrez des difficultés dans votre métier? Est-ce que vous avez des points qui… Non, des difficultés, non. Des moments où c'est un peu plus compliqué que d'autres, oui, évidemment. Enfin, je prends l'exemple de Koh-Lanta en ce moment. On est obligé de gérer le problème des réseaux sociaux qui sont d'une violence inouïe avec les aventuriers. Et ça va crescendo année après année. Et ça dépasse les bornes. Donc voilà, ce sont des choses comme ça. Mais j'ai la chance aujourd'hui de vivre mon métier avec une certaine forme de sérénité. Vous savez, je travaille à TF1 et à TF1, la base, c'est l'audience. Alors évidemment, il faut un programme de qualité, mais la base, c'est l'audience. Et moi, j'ai la chance d'être à la tête d'une émission depuis 19 ans qui fait parmi les meilleures audiences de la chaîne tout au long de l'année. Donc c'est plutôt un terrain favorable. Et la chance qu'on a à TF1, et j'insiste parce que il y a plein de gens qui imaginent que c'est compliqué, que le management est dur. Il est dur, il est concurrentiel. C'est toujours compliqué d'être dans un domaine d'activité le numéro 1, parce que le numéro 1, il est toujours dans une position où les autres essayent de le rattraper. Mais on est aussi dans une boîte où il y a une vraie fidélité, une vraie culture d'entreprise à laquelle j'ai totalement adhéré depuis plus de 20 ans maintenant. Et ce qui me donne un confort de travail et une liberté de travail. Mais ça, c'est une chance aussi. C'est-à-dire que j'ai, moi, à délivrer des émissions, j'ai à délivrer des prestations, mais j'ai pas d'horaire, j'ai pas de chef direct au quotidien. J'ai une position un peu d'électron libre qui fait que je peux travailler chez moi, je peux travailler à l'étranger, je peux travailler de temps en temps à mon bureau, mais avec encore une fois une très grande liberté d'action. C'est pour ça que je vous dis que j'ai beaucoup de chance. C'est-à-dire que je fais un métier qui est ma passion au départ et avec une grande liberté. Et je pense que quand vous avez un métier passionnant et une liberté d'action, vous n'êtes pas loin du top dans votre activité. Si en plus vous arrivez à gagner à peu près correctement votre vie, bah, il faut surtout pas changer. Et c'est ce que je me dis depuis des années. Très bien. Alors on change un peu de sujet par rapport au confinement que vous avez vécu, qui est maintenant derrière nous. Du coup, qu'est-ce qu'ont été vos occupations pendant ce confinement? C'est marrant parce que forcément, mes activités, je devais tourner par exemple Ninja Warrior. Je suis à la tête d'un nouveau projet
produit par Arthur qui s'appelle District Z et que je vais animer mais qu'on n'a pas pu tourner non plus. Donc ce sont des projets qui ont été reportés. Donc c'est vrai que moi, toutes mes activités se sont plus ou moins arrêtées pendant le confinement, notamment aussi les activités que j'ai avec ma structure à moi, parce que j'ai une petite structure de production avec laquelle je fais de l'animation, d'événements, d'entreprises, de conventions, du média training pour des sportifs, pour des chefs d'entreprise. Et tout ça s'est arrêté, évidemment. Donc, il a fallu s'organiser. Et comme je suis depuis plus de 30 ans maintenant un espèce d'hyperactif, j'ai besoin d'activité. Donc, je m'en suis trouvé en lançant donc une quotidienne sur Instagram avec des aventuriers de Koh-Lanta de toutes les époques. J'ai lancé aussi un podcast audio, c'est la grande mode en ce moment, que j'ai lancé avec TF1 sur des entretiens avec des aventuriers francophones de grand renom, Bertrand Piccard, Thomas Coville, Philippe Croizon, Francky Zapata, enfin des gens dans plein de domaines. Et j'ai enregistré ça, donc vous voyez, je faisais ça depuis la maison. On s'est organisé différemment. Et puis pour la petite histoire, je suis aussi en train d'écrire un roman qui était une de mes marottes depuis des années, mais faute de temps et puis faute d'avoir le déclic et la petite étincelle pour se lancer, j'avais toujours reporté ça. Donc je me suis retrouvé au début du confinement à me dire qu'est-ce que je vais foutre, et de finir le confinement en ayant malheureusement des journées beaucoup trop courtes par rapport au nombre d'activités que je m'étais fixé pendant toute cette période-là. Mais c'est un peu la base de ma vie, c'est-à-dire que j'ai toujours eu l'envie de faire des choses, d'entreprendre, et c'est aussi ce côté hyperactif et peut-être aussi ce souci à un moment de se dire qu'on peut s'ennuyer ou qu'on peut se lasser. C'est aussi ça la force de mon boulot à TF1. C'est-à-dire que quand je finis Koh-Lanta, je me projette sur Automoto. Quand je finis Automoto, je me projette sur le championnat et la Coupe du Monde de foot. Quand j'ai fini ça, je fais le 14 juillet. Quand j'ai fini le 14 juillet, je repars sur Ninja Warrior, etc., etc. C'est-à-dire que j'ai la chance aussi d'avoir une activité extrêmement variée avec des activités qui font appel aux mêmes compétences que celles qu'on me reconnaît, mais dans des domaines très, très variés. Et justement, et vous parlez d'envie, votre envie à vous de faire quelque chose, vos rêves, entre guillemets, d'où est-ce qu'il, en étant petit, d'où est-ce qu'il venait en fait? Quels étaient vos rêves étant petit et voilà. Mes rêves, mon rêve premier, moi je suis un dingue de sport depuis toujours. J'aurais aimé être un sportif de haut niveau au départ. J'aurais aimé être un champion. Mais j'en avais ni les compétences, ni les qualités physiques. Et j'avais surtout une famille qui était beaucoup plus tournée vers les études, vers une formation classique, que vers des projets et peut-être aussi une orientation qui aurait pu m'emmener vers un centre de formation de quoi que ce soit. Mais encore une fois, il y avait aussi un problème de niveau. Et très vite, j'ai eu l'envie, le rêve d'abord, de devenir journaliste de sport. Et commentateur, encore une fois, j'écoutais les matchs à la radio. À l'époque, il y avait que 3 chaînes, donc c'était très différent. Il y avait très peu de foot à la télé. J'écoutais tous les multiplex. Pour vous donner un ordre d'idée, quand je loupais le multiplex du samedi soir, parce que je pouvais pas, j'étais obligé de sortir avec mes parents pour aller à un dîner, je fermais toutes les radios. Je demandais à mon père de surtout ne me donner aucun résultat et j'écoutais le multiplex en différé le dimanche matin. Donc j'étais une sorte de psychopathe du sport et je lisais l'équipe en boucle. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes ces chaînes de sport, chaînes d'infos. Donc il y avait finalement une production assez limitée, mais tout ce qui se faisait, quasiment, je regardais. Et j'aimais tous les sports ou presque. Donc c'est pour ça que je vous dis que moi, c'est plus une vocation. C'est-à-dire que gamin, je disais, comme un gamin aujourd'hui peut dire je veux être footballeur professionnel ou je veux être chanteur, moi je disais je veux être journaliste sportif. Et comme je le suis devenu, c'est ce que je vous dis, il faut, même dans vos activités à vous, n'ayez pas peur de prendre des risques, n'ayez pas peur de vous dire à un moment, je vais faire des sacrifices pour obtenir quelque chose que je souhaite ardemment, que j'ai envie de faire. Je crois que l'envie, tu le disais toi-même tout à l'heure, c'est le mot maître d'une carrière professionnelle, surtout au début. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Le bilan de compétences, vous allez en faire régulièrement dans votre vie professionnelle.
à des moments charnières. Mais le premier bilan de compétences, il faut le faire maintenant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Moi, je le dis, mon fils qui est en prépa commerce en ce moment, je lui dis toujours, mais qu'est-ce que tu veux faire? Parce que bien sûr qu'on veut avoir un boulot à responsabilité, on ne fait pas des études pour avoir un boulot de merde et gagner 3 balles. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui va te faire kiffer? Qu'est-ce qui va t'emmener loin? Qu'est-ce qui va te donner envie de progresser? Je crois que c'est ça qui est super important à votre âge, mais à tout âge d'ailleurs. Moi, je me le dis toujours aussi. Je dis, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'aimerais faire d'autre? Vous voyez ce que je me suis dit sur le confinement? Je me suis dit ça en 2 jours. Et ensuite, on se donne les moyens de. Mais l'envie. 2, le modus operandi pour être capable d'y arriver. Et 3, la mise en action. Comment faire pour justement, maintenant que j'ai l'envie, le projet, comment faire en sorte que mes compétences, ma capacité de travail, mes acolytes, les gens avec qui je peux le faire, comment on peut s'organiser pour réussir. Parce qu'encore une fois, et vous le verrez, moi je trouve ça assez symptomatique, je revois les gens qui étaient avec moi à l'école il y a pratiquement 30 ans, en école de journalisme. Aujourd'hui, ce ne sont pas les meilleurs qui ont les meilleurs postes. Ce ne sont pas ceux qui avaient les meilleures notes. Ce sont les plus démerdes. Ce sont ceux qui ont eu le courage d'entreprendre. Ce sont ceux qui se sont dit à un moment, mais sortons-nous les doigts du cul et allons au maximum vivre ce qu'on a envie de vivre. Et encore une fois, je te dis, le mot envie, c'est la base de tout. Bien sûr qu'il faut une tête bien faite, mais vous l'avez tous, la tête bien faite, dans votre business. Maintenant, il y a des moments, je me souviens très bien d'un de mes potes qui me disait j'ai fait une petite école d'ingénieur et aujourd'hui, je dirige des polytechniciens. Bah ouais, mais t'as réussi un truc à un moment. Frankie Zapata, que vous connaissez sans doute de nom, le mec qui a traversé la Manche avec son flyboard air. Ce mec-là, il a raté son BEP de maçon. Aujourd'hui, il a un bureau d'études dans lequel il y a des ingénieurs de toutes les plus grandes écoles françaises. Les mecs, ils se battent pour aller chez lui, pour développer. Et il me fait marrer parce que lui, il me dit, tu vois, je vous dis ça parce que je viens de l'interroger pour mon podcast. Et il me dit, moi, je prends ces mecs-là pour faire ce que j'ai pas envie de faire moi. C'est-à-dire des calculs. Voilà, moi, j'ai les idées, je lance les idées, j'essaie de me dire ce que j'ai envie de voler avec des micro-turbines sous mes pieds. Et à partir de là, une fois que j'ai donné l'idée, que j'ai donné la voie à suivre, au début, j'étais seul. Maintenant, j'ai ces ingénieurs qui travaillent pour moi. Donc, encore une fois, voilà, ayez des envies. Hier, j'interrogeais une jeune femme qui s'appelle Mélusine Malander. Cette fille, elle est devenue aventurière. Elle traverse le monde en moto à la rencontre de gens. Elle est seule. Elle va dans les coins les plus reculés. Elle est allée au Pakistan. Enfin, elle a fait Paris-Tokyo en moto. Elle a fait Santiago du Chili, Los Angeles. Elle est allée en Iran. Enfin, dans des coins absolument incroyables. Et elle me disait encore hier, moi, je vis. C'est pas facile. C'est pas facile tous les jours. Financièrement, c'est compliqué. Mais je vis de ma passion et je fais ce que j'aime faire et ce que j'ai toujours eu envie de faire. Donc, il y a des matins où on se lève, où on a, pardonnez-moi l'expression, un peu la gueule dans le cul et qu'on n'a pas envie d'aller bosser, même quand on a un métier passionnant. Mais c'est rare. Et puis ces jours-là, on se dit, pensons au lendemain, au surlendemain et à la veille, où on était super bien. Et moi, je me félicite chaque matin de vivre d'un métier qui est une passion. Parce qu'encore une fois, regardez dans votre vie, quand vous allez faire le pourcentage du temps travaillé par rapport au temps de loisirs, au temps en famille, etc., le boulot, c'est important. C'est une grosse partie de la vie. Donc, si on se fait chier, on se fait chier longtemps. Ouais. Ça finit tes questions? Ouais, c'est bon. Okay, Moi, pour moi, c'est bon. Merci beaucoup. Avec plaisir. Sur le dépassement de soi, parce qu'en fait, vous êtes animateur de Formule 1, de sport de haut niveau, de Ninja Warrior et plein d'autres. Un candidat ou un sportif de haut niveau va être capable de dépasser ses limites pour atteindre un objectif. Je pense que c'est exactement la même chose que pour le boulot. Le dépassement de soi, être capable de se dépasser, être capable de croire qu'on peut faire mieux que ce qu'on imaginait être le maxi. Et pour ça, il faut s'en donner les moyens, encore une fois. C'est bien beau de se dire, ah ouais, non, mais j'y arrive pas. Mais non, mais t'y arrives pas, pourquoi? Je pense que, je dis toujours, pour se dépasser,
mais que ce soit en sport, que ce soit dans l'aventure, que ce soit dans le milieu professionnel, pour se dépasser, tu prends les 100%, tu as 60% de travail, tu as 20% de talent et 20% de chance. Allez, tu peux mettre le curseur plus ou moins 5% de tout ça, globalement en fonction des gens. Donc, regarde bien, les gens qui sont capables de se dépasser, qui sont capables d'aller au-delà de ce qu'ils ont été capables de faire auparavant, si tu mets en plus leur talent, si tu mets un petit peu de chance, ben, tu arrives à des résultats extraordinaires. Prenons un exemple. Quelqu'un que je connais bien, que j'aime beaucoup, avec qui je partage beaucoup de centres d'intérêt, c'est Martin Fourcade. Martin Fourcade, il a une carrière linéaire formidable, il gagne tout, il est champion du monde, il gagne la Coupe du Monde, il gagne un nombre incroyable de médailles olympiques. Et puis l'année dernière, il descend. L'année dernière, quand il est 15e, il est presque bien. Il est 3e ou 4e français. Il est l'ombre de lui-même. Pourquoi ? Il le dit lui-même. Parce que naturellement, il y a eu une décompression après l'année précédente et il s'est moins entraîné l'été. Il s'est moins bien préparé. Il a moins puisé dans ses ressources supplémentaires pour gagner quelques dixièmes, pour gagner de la précision au tir. Donc là, il y avait deux possibilités. Soit il se dit, j'ai tout gagné, j'ai encore des sponsors, je vais faire autre chose, je suis dans l'organisation des Jeux de Paris 2024, ça va. Ou alors, il y a ce qu'il a fait. Il s'est dit, ok, j'ai subi une forme d'humiliation, j'étais le meilleur et je suis devenu un anonyme. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est réentraîné, peut-être encore plus que ce qu'il faisait dans sa période de gloire. Et il a obtenu, moi j'ai vu ce qu'il a fait cet été, il a fait du ski roue, des trucs de dingue. Et cet hiver, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, il a plus de 30 balais, il y a des mecs qui poussent derrière, mais quand même, il est deuxième de la Coupe du Monde, il gagne au championnat du monde des médailles. Donc, c'est ça que j'appelle le dépassement de soi. C'est être capable, mais de comprendre que avec beaucoup de travail, on sublime son talent et on provoque la chance. Regardez, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, donc c'est encore plus frais que pour moi. Et vous le verrez avec vos enfants quand vous aurez des enfants. Quand vous allez sur un manège qui tourne, le manège, vous prenez chacun un ticket, et puis après, le type qui gère le manège, il a un pompon qui fait tomber de temps en temps, qui est relié à une corde, et puis il le met à portée de main des enfants. Mettez 30 enfants sur le manège. Ils sont pas plus cons les uns que les autres. Et je vous parle d'enfants qui sont au niveau psychomoteur exactement au même niveau, c'est-à-dire des gens tout à fait normaux. Et bien sur les 30, vous allez en avoir 5 qui vont attraper très régulièrement le pompon. Vous allez en avoir 5 qui vont l'attraper épisodiquement. Vous allez en avoir 5 qui vont l'attraper très peu. Et puis vous allez en avoir 15 qui vont jamais l'attraper. Parce qu'à un moment, mais c'est un peu ça la vie. Mais il faut se donner les moyens de pouvoir l'attraper, le pompon. Et encore une fois, l'intelligence, c'est une chose. On peut se réfugier derrière la chance en disant, bah ouais, mais lui, il a de la chance. Si vous me voyez sur Koh-Lanta, je déteste un aventurier qui dit, bah ouais, mais j'ai perdu, bah c'est parce que j'ai pas de chance. Mais le même mec, il est capable de dire, bah ouais, bah là, j'ai gagné parce que j'ai eu de la chance. Mais non, t'as pas eu de la chance. Ou t'en as eu un peu, mais tu l'as provoqué, cette chance. Et je crois que le dépassement, c'est ça. Le dépassement n'intervient que parce qu'on travaille plus. Le talent, le don, l'inné, c'est super important. Federer ne serait pas Federer s'il n'avait pas ce talent. Mais derrière, s'il n'y a pas un travail minutieux, à 36 balais, il serait pété de partout. Nadal, s'il ne s'entraînait pas 10 heures par jour, bah, il serait un très bon joueur de terre battue, comme il y en a partout en Espagne. Il aurait gagné quelques tournois, mais ça fait longtemps qu'il aurait disparu, ou en tout cas, il aurait, comme tous les Espagnols, brillé sur terre battue et été au mieux 7-8e mondial. Les mecs, ils font un peu plus. Regardez Cristiano Ronaldo, je pense toujours au sport, Cristiano Ronaldo, il reste 3/4 d'heure tous les jours à l'entraînement en plus. Lionel Messi, il a 4 personnes autour de lui. Il part jamais sans se faire masser, sans se faire voir par un ostéo. Enfin, il y a un côté minutieux, un côté d'organisation, un côté de travail qui fait la différence dans le dépassement.
Et c'est pareil dans le boulot. Le mec mieux organisé, le mec qui travaille. Attention, parce qu'il faut faire la différence entre travailler plus ou travailler mieux. Ça, c'est mon grand dada avec mes enfants. Je leur demande jamais de travailler plus, mais de travailler mieux. Travailler 1 heure, si pendant 1 heure, tu es capable d'être super concentré, mais tu soulèves des montagnes. Si pendant 1 heure, tu es à ton bureau et que tu regardes ton téléphone, tu vas sur Internet, tu regardes tes réseaux sociaux, bah forcément, tu es moins bon. Alors toi, tu te mens à toi-même parce que tu dis, bah ouais, mais si, j'ai bossé, ça fait 2 heures que je suis à mon bureau. Mais tu as fait quoi pendant 2 heures? Tu vois, c'est ça. Donc encore une fois, 1, le travail, 2, le talent et la chance. Tu vois, mais dans cet ordre-là, pour être capable de se dépasser et pour être capable de… Parce que mine de rien, la vie, c'est les gens qui me disent « Ouais, mais tu vois, Koh-Lanta, c'est dur, ce qu'il y a d'élimination. » Mais la vie, c'est ça, les amis. Dans la vie, à un moment, vous allez être 2, 3, 4 pour un poste. Si un chasseur de tête vient chercher, il va essayer de voir si t'es le meilleur. Mais le mec en face qui a payé le chasseur de tête pour récupérer un ingénieur, il veut le meilleur. Il veut celui qui va être le plus rapide à s'intégrer. Celui qui va lui apporter ce dont il a besoin. Et c'est une compète. La vie est une compète. Quand on a compris ça, eh ben on sait que sur la ligne de départ, c'est comme sur un 100 mètres. Il y a 3 places sur la boîte et il n'y en a qu'une pour être le meilleur. Quand tu es numéro 2, tu vois, tu as des mecs… ce que je vous dis là, je le dis dans des conférences régulièrement. Usain Bolt, il a tout gagné. C'est une superstar mondiale partout. En Jamaïque, tu as un mec qui a, je crois, fait 100 fois moins de 10 secondes au 100 mètres, qui a moins de charisme, qui est physiquement moins impactant, mais qui est un énorme sprinter, c'est Asafa Powell. Le mec, mais il peut se balader sur les Champs-Élysées. Hein. C'est ça la vie. C'est à un moment aussi, là le talent fait peut-être la différence. C'est-à-dire que tu as des mecs qui travaillent énormément, puis ensuite tu as le génie qui arrive et qui te permet de passer au-dessus. Ok. Et est-ce que vous arrivez justement à déceler chez des personnes ce qui fait qu'elles sont capables ou plus à même à se dépasser ou Moi, je pense que l'expérience, je parle dans ma vie professionnelle, c'est les années et l'expérience qui te permet de sentir celui ou celle qui va t'apporter ce que tu attends. Je le vois avec des jeunes qui arrivent. Tu les vois, ben pareil, tu vois ceux qui travaillent peu. Donc déjà, tu sais que le must, ce sera parmi ceux qui travaillent beaucoup. Ou alors, ça m'est arrivé avec un jeune journaliste qui a aujourd'hui une 40aine d'années et qui est un remarquable journaliste envoyé spécial pour plein de médias en Asie. Le mec, il était génial. Mais c'était un cossard. Donc là, dans ces cas-là, quand tu détectes ça, eh ben, ce que je vous dis là, tu vas lui dire, tu bosse un peu. Si tu bosses, t'es le meilleur. Ah ouais. Et t'en as qui ne comprennent jamais ça, puis t'en as qui le comprennent. Lui, il en fait partie. Mais je pense que c'est la maturité, c'est ça. Dans une vie professionnelle, c'est d'être capable, et vous le sentirez vous-même dans quelques années. Profitez de vos jeunes années où vous avez cette insouciance, mais de sentir les gens un peu mieux. Dans votre domaine de prédilection, évidemment. Moi, si on me mettait dans un univers que je connais pas, j'aurais aucune appétence et aucune compétence pour comprendre et sentir les gens. Enfin, ce serait plus compliqué. Alors que dans mon domaine, les gens qui travaillent vite, les gens qui sont bien organisés, les gens qui écrivent bien, les gens qui vont à la pêche aux infos mais qui mettent pas 2 heures pour récupérer les infos, tout ça, ça se sent. Et puis quand tu comprends que quelqu'un a un petit peu toutes ces qualités, bah tu sais que t'es pas loin d'avoir un mec fort. Et vous, durant votre carrière, vous avez été amené à repousser justement vos limites? Est-ce que j'ai été amené à… C'est compliqué je crois pas. Parce que repousser ses limites, je les ai repoussées dans le sport. Je les ai repoussées en courant un marathon. Je les ai… voilà, mais mais jamais… Tu repousses pas tes limites. Tu repousses pas. Parce que tu repousses pas tes limites intellectuelles, tu repousses pas tes limites physiques, en tout cas moi pas, dans ma carrière. En revanche, je me suis donné les moyens, notamment quand j'ai eu votre âge. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'avais
un poste de pigiste à Europe 1 et à Eurosport. Et globalement, j'avais 2 tiers de temps à Europe 1, 2 tiers de temps à Eurosport. Donc, je bossais de 8h du matin à minuit, tous les jours. 7 jours sur 7. Mais je gagnais super bien ma vie. À l'époque, je gagnais 15 000 francs par mois. C'était colossal dans ma vie. Vous avez un souci, non? On va renouveler le lien parce qu'en fait, apparemment, ça expire. Parce qu'en fait, sur Zoom, c'est 40 minutes l'interview. D'accord. On va renouveler le lien juste à la fin. Là, Donc, tu m'envoies un lien, je me reconnecte, c'est ça? Là, il nous reste 10 minutes. Ah bon, on a le temps encore. Donc, on peut encore pousser 10 minutes. D'accord. Donc, oui, je sais plus ce que je vous disais. Non, mais j'ai pas. Tu repousses pas tes limites. En revanche, tu te donnes les moyens, encore une fois, de faire la différence par rapport aux autres. Il faut être capable, et puis de sentir le moment, de sentir ce que tu vas faire, et de sentir que ta charge de travail va te permettre de passer des caps. Parce que dans une vie professionnelle, on passe des steps, et ceux qui le sentent, eh ben, sont plus à même de s'orienter correctement à ce moment-là. Mais voilà, mais je pense pas qu'il y ait un vrai dépassement de soi dans une vie professionnelle classique. Un aventurier se dépasse, un sportif de haut niveau se dépasse. Mais moi, en tout cas, dans ma vie, je me suis pas dépassé. Enfin, j'ai pas eu un dépassement au sens noble du terme. D'accord. Merci. Non, Hugo. Du coup, on va peut-être un peu parler de Koh-Lanta vu qu'en ce moment, c'est un peu 7 millions la semaine dernière et 6 millions 5 hier. Ouais. Du coup, une question peut-être un peu simple, mais du coup, en dehors des tournages, vous faites quoi en fait la journée à Koh-Lanta? Bah, tu sais, Koh-Lanta, c'est une PME. Koh-Lanta, c'est 150 personnes, globalement, avec 100 Français et 50 locaux qui viennent vraiment des villages alentours où on tourne. Les 100 personnes, les 150 personnes sont dirigées par 4 personnes. Le producteur, le directeur de production, le réalisateur et moi. Donc, si tu veux, on est à la tête d'une production et tu vois, c'est un travail au quotidien. C'est-à-dire que l'animation en elle-même, je te parle pas de la préparation de l'animation, mais l'animation en elle-même, c'est la partie émergée de l'iceberg. Tout le reste, c'est la gestion des hommes, c'est la gestion des aventuriers, c'est la gestion de l'édito, c'est-à-dire de ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait évoluer les choses. Je vous donne 2 exemples. Vous avez prévu un jeu que vous avez construit le lundi pour le mardi matin. Sauf que dans la nuit de lundi au mardi, il y a une très forte marée, un gros coup de vent, une alerte cyclonique qui pète le jeu. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Vous voyez, c'est ça. Vous avez un aventurier qui est malade. Comment on gère ça avec l'équipe médicale? Comment on arrive à passer outre? Qu'est-ce qu'on met en place comme règle pour que ce soit pas rédhibitoire? Toutes ces choses-là, la construction des jeux, les tournages en eux-mêmes, ce qui se passe sur place, l'évolution. C'est-à-dire que nous, on est à flux tendu là-dessus. C'est-à-dire que on fait en fonction de ce que les aventuriers font. À un moment, on n'a pas pensé qu'un aventurier éteindrait le feu sur la première émission. On ne pensait pas qu'un Ahmad sortirait Théora à l'émission 3. Donc, nous, on pilote ça. On est un peu comme un pilote de cerf-volant. C'est-à-dire qu'on est dépendant du vent et on a les suspentes et il faut les manier avec beaucoup de tact et de minutie pour réussir à garder le cerf-volant dans la bonne direction et à la bonne altitude. Et c'est, alors, tu vois, entre le réalisateur qui est là depuis 15 ans, moi qui suis là depuis 19 ans, le producteur qui est là depuis 12 ans, enfin voilà, on est une équipe expérimentée, mais encore une fois, et puis on est en autonomie complète. Quand tu es au Fidji, perdu sur une petite île à 1h30 d'avion de la capitale qui ressemble à une petite bourgade française, t'as pas intérêt d'avoir oublié des clous ou de la corde. Parce que là, t'es mal, hein. Il n'y a pas un bricorama dans le coin. Hein. Donc, c'est une grosse organisation, c'est une grosse pression. Parce qu'encore une fois, c'est un barnum important.
C'est une émission qui coûte extrêmement cher à produire. Et puis, tu peux pas, tu vois, quand une émission, ça fait 3 jours, si tu peux pas perdre une journée, quoi. Donc, on fait en sorte que tout fonctionne bien, et c'est une machine assez bien huilée, avec un mode, vous le verrez dans votre vie professionnelle. Moi, je suis très attaché à 2 choses. La vie professionnelle en elle-même, qui est pour moi basée sur une organisation très verticale. Ça veut dire que the right man at the right place, avec une organisation hiérarchique très établie, très codifiée. Et nous, sur Koh-Lanta, on a ça. Le chef du son, il gère tout le son. Le chef des caméramans, il gère toutes les caméras. Le chef des jeux, il gère toute la construction des jeux. Et ensuite, il y a un sous-chef, et puis il peut y avoir un sous-sous-chef, puis il peut y avoir des chefs de partie, un peu comme dans la restauration ou dans l'armée. Ça, c'est pour l'organisation professionnelle. Et puis nous, on agit par rapport à ce que font ces gens. Et puis, il y a ensuite l'organisation de vie. Et c'est encore plus important dans sa femme et ses enfants. On est 24 heures sur 24 ensemble. Et cette organisation de vie, quelle que soit ta formation, quelle que soit ta fonction, ton grade, elle doit être le plus possible horizontale. C'est-à-dire que le soir, tu peux partager ton dîner avec le mec qui tire les câbles, avec le type qui fabrique les jeux et qui est là que depuis 1 an. C'est-à-dire que la hiérarchie, l'organisation de la journée n'est pas incompatible avec une vie sociale très horizontale en dehors des moments de boulot. Et c'est aussi, je crois, le secret d'une entreprise et d'une unité qui fonctionne bien, c'est d'être capable de mettre... il y a plein de gens qui disent aujourd'hui « Ah ouais, non, l'humain ne doit pas rentrer en ligne de compte ». Mais les gens qui disent ça sont des cons pour moi. L'humain, c'est la base. Parce que bien sûr, on a chacun nos compétences, on a chacun nos spécialités. Mais si humainement, t'es pas bien, c'est pareil. Si tu vaux 100, si humainement t'es pas bien, tu seras entre 70 et 80. Donc t'imagines, ta boîte, elle perd 20 ou 25 ou 30. Alors que si humainement ça se passe bien, tu vas te rapprocher des 100%. Donc c'est un peu notre rôle, tu vois, d'organisateur, d'empêcheur de tourner en rond et voilà. Et c'est pour ça que mine de rien, moi on passe beaucoup de temps à piloter. Encore une fois, Koh-Lanta c'est un navire, chacun a sa place, et puis on est dans la petite tourelle pour faire avancer le navire. On est 4-5 et il faut prendre les bonnes directions, il faut avoir la bonne carte, il faut éviter les rochers, il faut éviter de s'ensabler, il faut se détourner d'une éventuelle tempête pour être le plus efficace et puis pour arriver au point B, comme on l'a dit, 40 jours après. Okay. On va juste vous renvoyer un lien tout de suite parce que je crois que ça va couper. Donc je vous renvoie dans 1 ou 2 minutes. Le temps ça marche. Merci. À tout de suite. Clément, faut que tu renvoies un lien. Ouais, alors attends. Tiens, va les voir. Juste dis-leur que. Enregistrement, c'est bon, on peut reprendre. C'est bon? Ouais, vas-y. Okay. Du coup, on a parlé un peu de travail, de talent, enfin d'envie, et un peu de chance. Vous pensez à Koh-Lanta, c'est quoi ce qui fait un grand aventurier ou que les gens justement ils arrivent à se dépasser? Je pense que pour être un très bon aventurier de Koh-Lanta, et on le voit encore cette saison, je pense que le portrait robot c'est Claude, c'est-à-dire fort dans les épreuves, compétent en survie et malin dans la stratégie. Quand il vous manque un des éléments, une des bases, malheureusement ça boite, et quand on boite, on va moins vite que quand on boite pas. Et on l'a vu avec Théoura ou encore avec Sam, quand t'as pas le côté stratège, et c'est un peu pareil dans la vie. Vous verrez des gens qui sont super forts mais qui sont jamais capables de s'intégrer, qui ont du mal à se retrouver dans le bon pipe au bon moment, qui ont du mal à se mettre dans la bonne mouvance. Et c'est compliqué. C'est ça que j'appelle la stratégie aussi dans la vie. Si vous êtes bon
dans tous les domaines, mais que vous savez pas vous placer, à un moment ou un autre, vous serez devancé par des gens qui sont peut-être moins bons, mais plus malins que vous. Encore une fois, il faut être malin. Et puis ensuite, dans Koh-Lanta, ce qui est génial, c'est que c'est le rêve de Robinson Crusoe, c'est de se tester et de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve avec des gens qu'on connaît pas sur une île déserte en pleine précarité et en étant totalement autonome au niveau de la bouffe. Il y en a qui réussissent, il y en a qui réussissent moins, mais c'est un engagement, une exigence extrêmement importante. Aucune autre émission de télévision ne met des anonymes dans des conditions aussi précaires et dans des conditions aussi difficiles. Et c'est marrant parce que je trouve qu'on peut faire une belle analogie entre le monde professionnel et Koh-Lanta. C'est-à-dire que la vérité du premier épisode n'est pas celle du troisième ou du quatrième. C'est-à-dire que les gens que vous pouvez peut-être repérer d'entrée très vite parce qu'ils sont forts en gueule, parce qu'ils sont forts sur les premières épreuves, parce que quand ils sortent du dernier petit déjeuner et qu'ils sont encore nickel et pas trop fatigués, eh bien, ils donnent tout leur plein potentiel. Et puis, les jours passent, la faim commence à les gagner, il faut supporter les uns et les autres, il y a la peur d'être éliminé en cas de défaite dans une épreuve d'immunité. Et là, immédiatement, c'est le mental qui prend le dessus beaucoup plus sur le physique. Et quand le mental prend le dessus, alors les meilleurs du début sont pas forcément les meilleurs au moment où ce mental devient prépondérant. Et c'est ça qui est magique dans Koh-Lanta, et c'est ce qui permet aussi à des aventuriers qu'on n'avait pas du tout soupçonnés dès les premiers épisodes, d'aller loin. Et ça, c'est la vie. Je voudrais vous citer Christian Clot. Je vous invite à lire le bouquin qu'il a écrit. C'est un aventurier hors pair, un type qui a passé un certain temps, le même nombre de jours, avec très peu de repos entre chaque expérience, dans 4 univers très différents. La partie la plus chaude et la plus sèche du monde, la partie la plus chaude et la plus humide du monde, la partie la plus froide et la plus sèche du monde et la partie la plus froide et la plus humide du monde. Il est allé en Patagonie, en Iran, dans la forêt amazonienne et en Sibérie. Et il va refaire ça là bientôt. Il l'a fait en solitaire, dans des conditions dantesques. C'est vraiment un type absolument incroyable. Et là, il va le refaire, mais en emmenant à chaque fois 20 personnes avec lui. Pour voir, parce qu'il fait une étude de l'adaptation du cerveau à ces conditions très difficiles. Et donc, forcément, il a plein d'informations concernant son propre cerveau, mais il est au-dessus, lui. Et là, il va prendre des gens lambda, préparés, volontaires, motivés. Et ce qu'il me disait, c'est marrant, on se parlait hier, parce on préparait quelque chose pour Ushuaïa TV, et il me dit, tu sais, Denis, le physique de l'homme par rapport à la femme, la supériorité physique de l'homme par rapport au physique de la femme, c'est valable 3-4 jours. Après, dans un milieu hostile, c'est le mental qui fait la différence. Et là, il n'y a plus de différence entre un homme et une femme. Aucune. Sur Koh-Lanta, c'est un peu ça. Encore une fois, dans une précarité extrêmement importante, c'est le mental qui fait la différence. Et c'est pas forcément le plus fort, le mieux préparé techniquement, physiquement, qui sera le plus pertinent mentalement. Et c'est ce qui fait toute la saveur de Koh-Lanta, et c'est ce qui fait la saveur des aventures au long cours, même dans le monde du sport. C'est-à-dire, il faut celui qui est un peu diesel, mais qui tient longtemps, et dont la perte d'énergie, la perte de potentiel est la plus faible sur une longue période, sera bien plus performant et aura plus de chances de l'emporter que celui qui part de très très haut avec un potentiel énorme, mais un potentiel qui se désagrège au fur et à mesure que les jours passent. Et dans Koh-Lanta, c'est ça. Il vaut mieux encore une fois être quelqu'un de robuste sur la durée plutôt qu'un espèce de génie éphémère. Ok, super. Et du coup, ça fait 20 ans que vous présentiez Koh-Lanta. Du coup, si vous avez un souvenir, votre meilleur souvenir de Koh-Lanta, ce serait lequel? C'est compliqué parce qu'il y en a tellement. Est-ce que c'est un souvenir? C'est des moments aussi de partage avec les populations locales. C'est peut-être ce jour où
Moi qui suis un passionné de photos, je me retrouve dans un tout petit village, seul, perdu, dans un petit village d'une toute petite île au sud du Cambodge. Et en faisant des photos, en rentrant dans les maisons comme ça, parce qu'il y a un accueil formidable, je me rends compte qu'une femme est en train d'accoucher, parce que là-bas, il n'y a pas de maternité, il y a une espèce de personne qui fait office de sage-femme, mais qui a, à mon avis, même pas les compétences d'un secouriste en France. Et on voit, et pourtant on peut pas se parler, puisque je parle pas leur langue, ils parlent pas la mienne, et ils parlent pas l'anglais. Je vois en tout cas que ça se passe mal. Et à ce moment-là, je fais venir le médecin de Koh Lanta qui arrive avec un bateau au plus vite et qui me dit on va sauver sans doute la maman, mais je pense que le bébé on le sauvera pas. Et on fait venir notre hélicoptère, on évacue cette femme qui n'était jamais sortie de son village. Ouais. Elle me confiera après qu'elle n'avait jamais dormi dans un lit, puisqu'elle est allée à l'hôpital de Sihanoukville, qui était à 1 heure d'hélicoptère. Et pour la petite histoire, elle a été sauvée et le bébé aussi. Voilà. Elle avait 27 ans, c'était déjà son 4e enfant. C'était une petite fille qu'elle a appelée Chance en cambodgien, parce qu'elle sait qu'elle a eu de la chance. Voilà. Donc ça reste un de mes très très beaux souvenirs de cette aventure, parce que c'est une aventure humaine avant tout, avec des aventuriers bien sûr, avec une équipe technique évidemment, mais aussi avec la population locale. Et c'est au contact des autres qu'on s'enrichit. Tout seul, on n'est rien. Et on n'est pas grand-chose non plus quand on ne fait que côtoyer des gens qui nous ressemblent. C'est de la différence qu'on nourrit sans doute ce qu'on est capable d'apporter aux autres et ce qu'on est capable de recevoir des autres. D'accord. Ok, super. Du coup, c'est comment elles sont choisies les destinations? Enfin, vous vous basez sur quel Elles sont basées, les destinations, on a des équipes qui tournent un peu partout dans le monde, mais tu sais, il y a un vrai souci, c'est-à-dire que il faut remplir un cahier des charges extrêmement précis pour pouvoir prétendre organiser une émission comme Koh Lanta. Il faut une sécurité politique, il faut une stabilité politique. On peut pas aller dans un pays qui serait en conflit. Il faut une stabilité sanitaire, c'est-à-dire qu'on est obligé d'aller dans un pays où à moins d'1 heure de n'importe quel moyen de locomotion, on est capable de trouver une structure médicale, un hôpital à peu près équivalent à ce qu'on trouve en France. Il faut une stabilité religieuse. On peut pas aller dans un pays où il pourrait y avoir une insurrection religieuse, quelle qu'elle soit. Il faut des conditions météo, c'est-à-dire que quand on décide de tourner, je dis n'importe quoi, au mois d'octobre, eh bien, il y a des endroits, par exemple en Asie, où on peut tourner, où on est encore dans la saison sèche, puis il y a des endroits où même si c'est magnifique, on ne peut plus tourner parce qu'on est en pleine mousson et qu'on est dans des conditions climatiques qui sont incompatibles avec Koh Lanta. Donc, quand tu mets bout à bout toute cette organisation, il faut aussi que le pays soit d'accord pour nous accueillir. Attendez. Ouais, pardon, j'avais un coup de fil. Quand tu mets bout à bout tout ça, tu te rends compte que des endroits dans le monde où on peut organiser Koh Lanta, il n'y en a pas tant que ça. C'est aussi pour ça que quand on a un spot, ou en tout cas une zone intéressante, on peut y rester plusieurs années, comme les Fidji, où on a tourné tout au nord dans un archipel qui s'appelle Yasawa, et où on tourne maintenant tout au sud dans un autre archipel qui s'appelle Kandavu, parce que ce sont des îles absolument merveilleuses dans un endroit assez peu touristique. Il y a ça aussi. On peut pas tourner. On a tourné en Thaïlande dans des endroits où c'était très compliqué de tourner parce que c'est très difficile de trouver des endroits en Thaïlande où t'as pas des bateaux qui passent toutes les 30 secondes, des touristes qui arrivent. Donc c'est encore une fois très 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 compliqué et ça demande une grosse organisation et ce sont des gens qui encore une fois parcourent le monde à la recherche de ces petites pépites. Ok, super. On va faire une dernière question. Ouais. Que diriez-vous à quelqu'un qui hésite à s'inscrire pour Koh Lanta? Je dirais à quelqu'un qui hésite que si son hésitation c'est de savoir s'il est motivé ou pas, alors il ne faut pas y aller. Si son hésitation c'est de se dire est-ce que je dois y aller parce que c'est la télé, etc., là je lui dirais fonce. Mais il faut une motivation à 2000%. C'est-à-dire c'est tellement dur. Si tu n'es pas motivé au maximum, tu n'as aucune chance de briller. Et tu n'as pas beaucoup de chance non plus de te faire plaisir ou en tout cas de
de comprendre le côté un peu jouissif, c'est un peu maso ce que je veux dire, mais le côté jouissif de l'abstinence de plein de choses. C'est-à-dire que c'est comme tout, quand on vit une galère, regarde, on a tous crevé un jour sur une route nationale ou sur une autoroute avec sa bagnole, le jour où ça t'arrive, putain, mais tu maudis la terre, c'est horrible. Et puis 10 ans après, quand tu le racontes à des potes, mais tu sublimes le truc, tu dis, bah ouais, j'étais là. Enfin, entre ce qui s'est passé et ce que tu racontes, il y a quand même un vrai bémol. Et Koh-Lanta, c'est ça. Plus t'en chies, plus derrière, ton épopée, elle apparaît comme grandiose. Et ton mérite est plus grand en fonction de ce que tu as vécu. Si tu fais un Koh-Lanta avec 40 jours sans une goutte de pluie, bien sûr que ce sera difficile. Mais tu seras moins dans l'emphase quand t'en parleras que si tu as pris des grosses draches de pluie tropicale sur la tête et que tu étais trempé, et que tu as eu froid, et que tu n'as pas dormi, et que le feu s'est éteint, et que machin a abandonné parce qu'il n'en pouvait plus. Voilà, ça renforce encore une fois ton aventure et la difficulté de ton aventure. Donc, tout ça pour vous dire que quand on fait Koh-Lanta, il faut être motivé à 100%. Il faut être, mais comme habité par l'idée d'avoir envie de se tester physiquement et psychologiquement dans un univers qui est tellement loin du nôtre. Nous, on mange matin, midi et soir. Parfois, on fait le goûter. On prend un café dès qu'on en a envie. On dort dans des conditions extrêmement confortables. On vit dans des conditions extrêmement confortables. Là, d'un seul coup, tu manges plus, tu dors mal, tu as des épreuves et tu peux être éliminé. Ça fait beaucoup, donc vraiment, il faut être motivé. Si t'es pas motivé à 100%, si tu vas juste pour faire de la télé ou pour te dire ah tiens, ça peut être peut-être sympa, ça m'amuserait de voir ça, tu fais 2-3 jours, soit t'abandonnes, soit t'es rapidement éliminé parce que très vite tu te mets en marge du groupe. Le groupe, il a pas besoin d'une brebis galeuse ou de quelqu'un qui est un peu diminué. Le groupe, il a besoin d'avancer. Alors en plus, il y a la stratégie, mais il a quand même besoin d'avancer. Merci beaucoup. Vous avez encore Super. des questions encore? Ça va, non, c'est bon. Non, ça va. Merci beaucoup bon pour vous de nous avoir accordé ce moment. Bon, top. Eh bien, écoutez, c'est super. Continuez et n'oubliez jamais que vous êtes en train de construire le reste. Hein. Oui, on fait tout pour. Mon discours, il est tout fait puisque je le rabâche à mon fiston notamment. C'est en ce moment que vous êtes en train de construire l'avenir et d'assurer ce que sera votre vie et vous avez les clés entre vos mains. Alors, pas toutes, parce qu'à un moment, effectivement, il y a aussi les opportunités, mais si vous bossez et si vous arrivez à sortir votre épingle du jeu, vous aurez un bon job. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est croyez en vous et croyez dans ce que vous avez envie de faire. Si tu veux faire de l'architecture en parallèle de ton diplôme d'ingénieur, putain, il faut y aller. Si tu veux bosser dans les océans, comme tu nous le disais, mais surtout les villes intelligentes, tout ça, ce sont des choses importantes. Et plus vous aurez une idée précise de ce qui vous intéresse et de ce que vous voulez faire, meilleure sera votre motivation et plus précise sera ensuite l'évolution de votre formation. Ça, c'est certain. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, eh bien, écoutez, bonne reprise après le confinement. Ça va pas être facile non plus. Hein. Il faut reprendre le boulot et puis bons examens et bonne fin d'année scolaire à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon après-midi, bonne continuation. Salut à tous. Au revoir. Salut.